Vous écoutez Chronique de Dirlo, le podcast qui donne la parole aux directeurs et directrices d'école, sur le terrain, au quotidien. un espace de partage, d'expérience et d'inspiration. Présenté par Anaïs et Valérian, directeurs d'école et auteurs des blogs Maîtresse en basket et Dirlo en basket. Bonjour et bienvenue dans Chronique de Dirlo, le podcast qui accompagne les directeurs et directrices d'école dans leur mission du quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable, la préparation de la rentrée. Parce qu'une rentrée bien préparée, c'est non seulement moins de stress pour vous, mais aussi un climat plus serein pour votre équipe, vos élèves et les familles. Avant de commencer, sachez que tout ce qu'on va dire ici est retranscrit dans notre to-do de rentrée, édition direction, disponible sur nos blogs. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Première partie, les priorités avant la rentrée. La première chose à garder en tête, c'est que la rentrée ne commence pas le jour où les élèves arrivent. Pour le directeur, elle commence plusieurs jours, voire plusieurs mois avant. Et oui, cela peut apparaître effrayant, mais la période 5 est aussi synonyme de préparation de la rentrée suivante. C'est aussi pour cela qu'on parle du mois de la muerte ou du rouleau compresseur. Et pour bien préparer ce moment, il y a 3 priorités. La première va être de vérifier les locaux et le matériel. Vous allez commencer par faire un tour des salles de classe, de la cour, des sanitaires. Vérifiez que les extincteurs, alarmes et affichages obligatoires sont bien en place. Repérez ce qui doit être réparé et prévenez immédiatement la mairie ou le service technique. Petit détail qui change tout, assurez-vous que la salle des maîtres soit accueillante, rangée et équipée pour la rentrée. Alors c'est vrai que pour le locaux, rappelez-vous qu'il s'agit là de votre responsabilité et vos locaux doivent être prêts à accueillir les élèves et vous êtes responsable de la sécurité, donc vérifiez bien les branches, qu'est-ce qu'on peut vérifier, l'état des grilles, tout ce qui peut... Les tables qui sont cassées, les chaises qui sont pas à la bonne taille, puis même la taille des tables, on prend exemple sur une table de CP, si la classe avant c'était pas des CP mais que c'était des CM2, il faut faire baisser toutes les tables, il faut que ce soit prêt avant la rentrée. Ouais, alors ça, moi par exemple, je fais un tour après la rentrée pour pouvoir vérifier, justement je fais un tour des classes et je regarde si les enfants ont bien les pieds au niveau du sol, et là je vais intervenir pour faire baisser si besoin, ou remonter. Ouais. Mais ça, déjà on peut anticiper. Moi je le fais demander avant, mais après c'est en fin d'année. Autre chose qui est important à avoir si vous ne l'avez pas encore mis en place, c'est un cahier de suivi des travaux. Alors ça peut être un cahier, un classeur, n'importe quoi, mais c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir noter quel travaux a été fait, quand vous avez fait la demande et surtout voilà. s'ils ont été faits. Oui. Comme ça vous pouvez redire après à vos différents partenaires, tiens ce point je l'ai envoyé un mail telle date, il n'y a toujours pas eu de réponse. Ça c'est toujours intéressant. Et c'est tout bête, mais en fait il y a tellement de petits travaux passant du petit travaux inurgent à l'urgence absolue à faire dès maintenant, que sur une école, on a souvent tendance peut-être à oublier les choses moins urgentes. Donc si elles sont notées, on peut après revenir avec le responsable ou la responsable au niveau de la municipalité sur les travaux de l'école. Et puis il suffit simplement que vous n'ayez pas traité, enfin qu'il n'y ait pas eu de réponse à un petit travaux non urgent pour que les collègues disent ah mais tu t'as pas envoyé ça à la mairie. Bah si justement je l'ai bien traité. Et souvent voilà, c'est important parce que les collègues sont très attachés et à raison sur les travaux qu'ils demandent, mais il faut pouvoir justement les suivre. Le deuxième point pour cette pré-rentrée, cette préparation de la rentrée, serait de finaliser les effectifs et répartition de classe. Donc faire un point avec la mairie concernant les déménagements estivaux, d'avoir une liste claire des élèves par classe, mais prévoyez quand même des ajustements possibles. C'est-à-dire que si jamais vous avez des inscriptions pendant l'été ou des départs pendant les vacances, il faut pouvoir récupérer ça. C'est toujours intéressant, si jamais vous avez un doute, mais ça c'est plus lors de la préparation de la fin d'année. La préparation de la rentrée au niveau de la fin d'année, c'est de prévoir un plan B si jamais une classe est trop chargée. Et ça peut arriver, par exemple, vous avez beaucoup de déménagements. J'ai travaillé dans une ville où il y avait une école qui avait une prison. Et dans cette prison, il y avait les arrivées des gardiens de prison, ou Anaïs, on connaît aussi Béatrice qui travaille près de la gendarmerie. Et donc les formations de gendarmes. Les inscriptions se font au fur et à mesure et ça peut vraiment vous décaler, ça peut rendre une structure complètement aberrante. Alors petite question Anaïs, je te mets dans le bain, et là c'est un entretien de direction. Et si la structure prévue en fin d'année est devenue aberrante pendant l'été ? On revoit toute la structure. Toute la structure ou simplement les classes ça dépend de la situation. Tu m'as dit la répartition est devenue aberrante. Tu m'as pas dit que c'était sur un cycle en particulier, je tiens à préciser.
Mais voilà, faut le savoir, c'est rare, mais ça arrive de devoir refaire des structures ou des changements au niveau d'un cycle arrivé le jour de la pré-rentrée. C'est agréable pour personne, c'est non, ultra mais stressant. là, tu vas te mettre l'équipe à dos. En plus, si tu arrives dans l'école, tu te mets l'équipe à dos. C'est vache, hein. Alors, certes, oui, non, mais je suis d'accord. C'est un moment qui est agréable pour personne. C'est ultra stressant pour les enseignants, pour le directeur. Puis derrière, il y a toutes les familles, les élèves qu'il va falloir accompagner et accueillir dans les bonnes conditions. Et je parle même pas du moment où tu as l'ouverture ou la fermeture après constat de rentrée. C'est arrivé, j'ai déjà connu ça. Ouais. Je vais pas faire peur dès maintenant. Mais voilà, c'est une des situations conflictuelles qui peut avoir lieu quand on est directeur. C'est vraiment le pire truc qui peut arriver, je pense. Mais ça, justement, il en va de votre responsabilité, c'est à vous de le faire. Si jamais vous vous retrouvez avec une classe qui est à 17 et l'autre qui est à 35, c'est peut-être qu'il est temps de revoir vos priorités. Et je comprends les collègues qui seront remontés, qui seront en colère, mais là, c'est une question d'équité. Et je pense que c'est ce qu'il faut bien remonter. Je pense aussi, on l'a pas évoqué, mais lorsqu'on ne travaille pas seul en tant que directeur, on a parlé de la solitude du directeur dans le premier épisode, mais vous avez aussi la mairie, donc là pour pouvoir faire un point sur les inscriptions, mais vous avez aussi votre inspection, et non notamment l'inspectrice ou l'inspecteur qui va falloir justement prévenir en amont de la rentrée, surtout si vous avez une augmentation ou une baisse très significative des effectifs, parce que de toute façon ils vont redemander les chiffres, donc autant être dans la communication et prévenir le plus tôt possible l'inspection. Il faut les prévenir en amont parce que ça sert à rien de se dire je vais rien dire jusqu'à la rentrée et une fois que la rentrée sera passée, c'est bon, il n'y aura pas de changement de structure. Sachez qu'on peut avoir des fermetures, des ouvertures comme des fermetures jusqu'au, je crois, environ 14 septembre. C'est ça, oui, j'ai vu ça. Les fermetures ou les ouvertures sur constat de rentrée, elles sont actées après la rentrée. Alors, c'est agréable pour personne. Là, si on ferme une classe, là, les enfants avaient une classe à la rentrée et changent de classe et changent d'enseignant. Et là, c'est pire. Et on a cette nécessité, c'est une obligation de notre part aussi d'être transparent et lisible auprès de l'inspection, parce que de nos rapports aussi avec la hiérarchie va dépendre cette lisibilité, cette clarté. Si l'inspection voit que vous êtes au clair avec les chiffres et que vous prévenez, vous êtes dans la communication, ça se passera beaucoup mieux. Et on peut ne pas être d'accord avec son inspection, que ce soit inspectrice ou inspecteur, on peut ne pas être d'accord, mais on peut justement échanger, travailler, être professionnel et avoir justement une base de travail qui est tout à fait normale et agréable. Le troisième point à poser en début d'année, c'est d'avoir un calendrier annuel qui est déjà posé. Notamment, avant même la réunion de pré-rentrée, il faut que vous ayez du coup planifié vos 108 heures. Donc sur ça, vous avez énormément d'articles, que ce soit sur le blog de Valérian ou sur le mien, ou même un réel sur Instagram sur comment planifier vos 108 heures. Et en fait, d'avoir préparé à l'avance les grands jalons type les conseils des maîtres, les conseils d'école, les projets pédagogiques importants. Dans l'autre épisode, on parlait de la grande lessive, par exemple. C'est un projet pédagogique important à placer dans l'année. La semaine d'éducation aux médias, la semaine des mathématiques. La journée du non-harcèlement, voilà, ça va arriver très vite. Ou la lutte contre la journée de l'autisme, la lutte contre la journée de la laïcité. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Les sorties importantes aussi. Voilà. Tout ça, il faut que ce soit déjà posé dans votre calendrier. Et avoir en fait un calendrier, déjà ça va vous aider à avoir une vision claire, mais ça va aussi rassurer votre équipe au moment de la première rencontre, parce que si vous arrivez avec le calendrier en disant les dates c'est ça, ça, ça et ça, alors évidemment s'il y a des indisponibilités, des choses comme ça, on en discute, on cherche une solution, mais ça reste quand même à la marge. Le fait est qu'ils vont arriver en amont et ils vont pouvoir en fait se dire ok, mes journées elles sont comme ça, je vais pouvoir prévoir de garder mon enfant, là il y a une animation pédagogique, enfin bref, tout l'ensemble permet de se projeter dans l'année et ça donne comme effet en fait quand on arrive en tant qu'enseignant de se dire ah ok, les choses sont posées, on sait où on va, il y a tel et tel. On peut s'organiser et j'ai échangé avec des collègues sur Instagram parce que justement moi avec une classe, donc 17 classes l'année prochaine, 23 collègues, je place les réunions, je les présente en réunion de pré-rentrée et on les valide pour l'année. Et certains collègues m'ont dit oui mais moi j'essaie toujours de m'adapter par rapport aux autres collègues, mais c'est souvent moi qui en pâtis parce que un
tel a son enfant qui fait piscine le lundi, un tel a son cours de yoga le mardi. Bah oui, dans ces cas-là, moi, ce que je propose, c'est une organisation sur plusieurs jours. Donc, soit le mercredi matin pour certaines conseils des maîtres, mais après, on peut faire tourner les soirs de réunion. Et on peut aussi voir le midi si c'est possible, le samedi matin, le mercredi après-midi. Enfin, on a plusieurs possibilités. L'idée, c'est qu'on soit tous d'accord à l'après-rentrée, que ça soit équitable, que ça tourne sur l'ensemble des jours, et de présenter cette organisation, vos ordres de mission. Il faut quand même se rappeler, c'est qu'une fois que ces dates sont placées, il y a une obligation de présence. Donc à chacun de s'organiser, tel jour peut-être qu'il faut voir avec son entourage si c'est possible de faire garder, ou de trouver une autre solution, le centre de loisirs. C'est une question d'équité aussi avec tous les collègues. Et ce n'est pas toujours au directeur de se sacrifier sur les dates, parce que bon, on a quand même déjà beaucoup plus de réunions. Les 108 heures, on les triple quasiment, parce que si on fait les réunions de conseil de cycle, voilà, on est obligé. Mais non, on n'est pas obligé. Mais on peut déléguer, oui, mais toi, c'est dans le cycle. Mais voilà, c'est justement cette idée. Alors moi, par exemple, j'ai 3 cycles, je multiplie les conseils de cycle par 3. Donc l'idée, c'est de pouvoir placer en amont, chacun s'organise, et puis une fois que c'est organisé, c'est terminé. On ne revient plus dessus, on ne négocie plus, sauf s'il y a unanimité, bien sûr, hein, s'il y a l'unanimité. Voilà, tel jour, toute l'équipe est d'accord pour déplacer à un autre moment. Pourquoi pas? Mais on part du principe que s'il n'y a pas unanimité, on ne changera plus ces dates-là. C'est une question de correction, et c'est aussi, je pense, à nous, directeurs, de porter ce poids-là. C'est à nous de tenir ces dates. Et je pense que c'est le mot que j'ai beaucoup utilisé pendant cet épisode, c'est la question d'équité, parce que je pense que chaque enseignant a le droit de se projeter, de s'organiser dans sa vie personnelle, qu'il ait 1, 2, 5 ou 12 enfants, ou 0, ou des impératifs personnels. 12. Non, mais bon. Et c'est aussi des habitudes à prendre. Moi, je vois que c'est ma 4e rentrée sur l'école. Mon équipe a été stable. Du coup, la majorité reste cette année. Et j'ai pris l'habitude de planifier les 108 heures au mois de juin. Et donc, tout bêtement, par habitude, les collègues en fin d'année me disent t'as déjà planifié les 108 heures parce que du coup, est-ce que les conseils d'école, tu pourrais faire attention à cette date, est-ce qu'on pourrait éviter cette date ou cette date-là? Et du coup, je peux en tenir compte et adapter en fonction. Alors moi, on n'est que 8, donc 9 avec un binôme, mais c'est certes plus simple que quand on est à 17, mais ce que je veux dire, c'est que l'habitude d'organiser à l'avance va finir par rentrer aussi dans vos habitudes de gestion d'équipe. Et c'est un temps de travail, il ne faut pas l'oublier, on est payé pour faire ces heures-là. Alors là, je ne veux pas non plus avoir un discours peut-être trop dur, mais c'est des temps de travail, c'est du temps pour lequel on est payé, ça fait partie des 108 heures, ça fait partie des heures qu'on doit. Et il y a des ordres du jour, et c'est aussi vous respecter en tant que professionnel que ces réunions commencent à l'heure, qu'elles aient lieu régulièrement. Et oui, je peux comprendre que certains n'aient pas envie de faire ces réunions, mais ça fait partie de notre cœur de métier. Et c'est essentiel de les placer, c'est essentiel d'avoir une projection et de pouvoir nous projeter sur comment on va les faire cette année. Dans la seconde partie, nous allons voir l'organisation administrative. On ne va pas se mentir, la rentrée c'est aussi une montagne de documents. Mais si on s'y prend bien, ça peut être clair et fluide. Nous créons pour notre part un dossier de rentrée qui est distribué à chaque enseignant. Dans ce dossier, on va trouver les documents obligatoires, le règlement intérieur, les consignes de sécurité incendie, les protocoles PPMS, les protocoles PAI. Ils doivent être à jour et prêts à être diffusés. On va aussi retrouver les PAI et les emplois du temps, donc les listes de classes qui doivent être imprimées et vérifiées par notre part. Mise à jour aussi, parce qu'il y a des arrivées. Les services de récréation et de cantine, pour si vous devez gérer le périscolaire, doivent être équilibrés et affichés. Et les APC doivent être programmés. Attention, ça je reviens un petit peu là-dessus. La question des APC nous incombe. On doit quand même 36 heures aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Ces 36 heures peuvent être allégées sur décision d'ADAZEN pour les évaluations des évaluations nationales, mais c'est quand même 36 heures à placer dans l'année. Donc soit c'est 24 fois 1h30, soit c'est 36 fois 1 heure, ou 36 fois 72 fois 30 minutes. Voilà, donc il faut aussi bien les positionner. Sachez que
l'année scolaire comporte 36 semaines, donc si on veut faire 36 fois 1 heure, il faut commencer la première semaine. Alors, dans certains cas, c'est compliqué. Ce qu'il est possible de faire, c'est de peut-être décider en équipe de ne pas faire les APC les semaines de rentrée, mais ensuite, dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où il y a un peu plus d'APC à récupérer. Attention, cette programmation des APC doit être transmise à l'inspection et vous en êtes responsable. Elle peut vous être reprochée si les enseignants ne font pas leurs APC. Enfin, la chose à donner aux familles, alors il y a 2 formes possibles. C'est un courrier de rentrée clair, simple et bienveillant pour les familles. Ça peut être un mot à coller dans les cahiers de liaison, les pochettes, etc. Ou, comme Valérian et moi, le système du livret d'accueil des familles, qui est du coup un petit livret avec toutes les informations de l'école, qui est distribué aux familles le jour de la rentrée. Alors, petit point, c'est que moi, ce petit livret, je le distribue aux parents de CP au moment de la réunion d'accueil des futurs CP, puisque j'ai une école élémentaire, donc il y a un passage. Alors là, du coup, on se dit, ouais, ça fait quand même beaucoup de documents. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Et bien, franchement, activité très simple, c'est un truc que vous allez trouver dans toute l'école. Vous prenez les cartons de ramette de papier, un carton par classe. Et à l'intérieur, vous allez mettre tous les documents à la suite pour les enseignants. Et puis les enseignants, arrivés le jour d'après-rentrée, ils prennent leur petit carton. Alors c'est là qu'on voit que tu n'as pas 430 élèves, c'est parce que moi dans ces cas-là, j'ai pas le temps de faire 18 petits cartons avec la classe. Moi ce que je fais, c'est que je fais des botas en salle des maîtres avec justement rappeler en évidence ce que chacun doit apprendre dans sa classe. Voilà. Oui. Mais moi je délègue parce que je n'ai pas... Mais c'est notre fonctionnement, c'est ça. Tu peux quand même utiliser un carton de ramette de papier à la fin. Tout à fait. Pour tout déplacer jusqu'à ta classe. Mais comme j'ai une école de plein pied, ça fait beaucoup de kilomètres à faire. Bref, on s'égare. On s'adapte. Voilà. Alors, c'est une proposition, j'ai une école de 8 classes, donc voilà, c'est une proposition que je vous fais pour que ce soit plus simple. En tout cas, tout est stocké au même endroit pour mes collègues. Alors, sachez que vous retrouverez une trame de dossiers de rentrée, enfin de dossiers de rentrée de lettres de livrette pour les familles, oui. sur le site des maîtresses en basket, puisque celui que je crée est une copie. J'en suis beaucoup inspiré. J'en suis beaucoup inspiré, donc je le diffuse pas par cyber courtoisie, mais oui, effectivement, j'utilise quasiment le même. Alors moi, par contre, c'est vrai que c'est compliqué. La question, c'est... moi, j'en refais un, et comme c'est une très grande école avec beaucoup de monde, j'ai simplifié le règlement intérieur pour que dès le premier jour, les gens puissent l'avoir dans le cahier. Et l'idée, c'est qu'ils puissent le garder punaisé sur le frigo, enfin aimanté sur le frigo, pour que ça puisse être utile toute l'année. Vous pouvez aussi... Non, je sais plus ce que je veux Moi, dire. je suis de la team. J'imprime le règlement intérieur pour la rentrée. Les parents et les enfants l'ont le jour de la rentrée. S'il y a des changements à faire après le vote en conseil d'école, je redistribuerai le règlement intérieur. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. Mais bon, ça peut arriver, sait-on jamais. En tout cas, il reviendra, mais je pars du principe que je le donne le jour de la rentrée, tout le monde l'a. Enfin, t'as raison, tu m'as pris les mots de la bouche, c'est exactement ce point-là. Je pense qu'effectivement, le règlement intérieur, c'est important qu'il soit donné rapidement pour que tout le monde puisse se l'approprier, parce que le premier conseil d'école est au mois de novembre. C'est long. Ça fait long. Fait long. Si vous avez un conflit ou un désaccord avec une famille avant, qui est une nouvelle sur l'école, vous êtes fichu. Un autre outil que vous pouvez utiliser, ça sera plutôt les outils pour vous, c'est-à-dire d'avoir votre cahier de direction. Il y a un très beau modèle de cahier de directeur qui est proposé par les maîtresses en basket, qui est édité chez Hachette, que je vous invite chez Hachette. C'est pénible, ça commence toujours par un H ici, je m'y perds complètement. Et voilà, donc ce cahier, c'est un outil pour vous, vous puissiez faire, voilà. Vous pouvez aussi avoir, votre planning annuel, avec votre to-do list de rentrée, vos différents outils. Tout est disponible sur nos sites, vraiment, si ça peut vous aider. Tout rentre dans le cahier de direction. Tout rentre, c'est vraiment parfait. Le tableau de service prêt à afficher, alors moi, j'étais complètement bloqué par ce tableau de service, parce que c'est toujours quelque chose de très angoissant. Les années précédentes, je le donnais le jour de la pré-rentrée aux enseignants pour qu'ils puissent s'inscrire en calculant à peu près. Et alors, en 95% des cas... c'est pas du tout égal, ou alors il y en a qui ont oublié de s'inscrire, ou voilà... C'est ça, ou sinon j'avais 15 enseignants au même créneau. Voilà, donc Et c'est vraiment
le document qui doit être prêt pour le jour de la rentrée? Alors, j'ai utilisé cette année ChatGPT pour pouvoir me proposer une organisation avec 10 classes élémentaires, par exemple, justement comment on pouvait avoir un fonctionnement équitable. Et j'ai réussi à avoir un fonctionnement équitable à la minute près. Donc voilà, les outils ChatGPT, bon, je le critique, mais c'est un outil qui peut aussi nous venir en aide de temps en temps, mais il faut vraiment le vérifier parce qu'il n'est pas à jour sur les textes, il n'est pas à jour sur plein de choses. Tu restes coincé au Costa Rica. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours ce couple qui n'a pas pu partir au Costa Rica ou au Chili, je ne sais plus. Je ne sais plus, il est bloqué quelque part voilà, parce qu'il a demandé à ChatGPT s'il avait son visa. S'il avait besoin d'un visa pour y aller, et ChatGPT lui a dit non, il fallait un visa. Voilà, donc non, il faut vraiment toujours vérifier Voilà, c'est un outil, ça peut être utile, et il faut l'utiliser en tant que tel. Je pense que c'est assez intéressant comme ça. Et ça fonctionne aussi parce que toi, tu n'as pas d'intervenants, par exemple sport, alors que moi j'ai des intervenants EPS avec un planning au trimestre déjà prévu. Et du coup, il me faut ce planning que je n'ai souvent que le jour de la pré-rentrée pour prévoir les services de récréation. Donc il y a des jours où les enseignants ne sont pas là parce qu'ils partent sur des sites éloignés pour aller faire EPS. Et puis du coup, dans le cadre de mon école, je n'ai pas de service de récréation. Oui, je ne fais aucun service de récréation. C'est des moments où je suis dans le bureau et où je suis justement disponible pour les besoins des enseignants, traiter les mails, gérer les punis, les blessés, machin. Mais je ne fais quand même mes heures je fais même d'ailleurs plus d'heures que mes collègues puisque je fais tous les services de portail du matin et tous les services du portail du midi. Pour être en fait à ce moment-là justement disponible pour les parents, pour répondre aux questions, prendre les informations. C'est un fonctionnement que j'ai mis en place quand je suis arrivée et ça fonctionne plutôt bien et ça me permet d'avoir des temps d'échange avec les parents vu que moi j'ai pas cette disponibilité de directeur totalement déchargé. Vous l'aurez compris, je pense vraiment que l'outil administratif du directeur, le geste professionnel du directeur pour la pré-rentrée, pour la préparation de la rentrée, c'est l'anticipation. Il vous faut justement pouvoir au maximum anticiper. La petite astuce que moi je pourrais vous proposer, c'est de préparer un kit de rentrée contenant tous les documents dont on a parlé dans ce chapitre, en version papier et en version numérique. Ça vous évitera de les rechercher dans la dernière minute et de toujours les avoir sous la main. On ne sait jamais, vous pouvez partir le vendredi matin de la pré-rentrée et avec le stress, oubliez la pochette avec tous les documents, vous en avez une copie partout. Et ça, c'est vraiment l'idée d'avoir une copie physique et une copie dématérialisée, ça peut vous aider. Et vraiment, reprenez la to-do de direction qui est sur nos blogs. Je sais, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment pour nous l'outil qui nous permet d'être... c'est notre pense-bête, moi ça me sauve. Oui, en fait, ça nous permet d'être organisés. On nous dit souvent sur Instagram, t'es vachement en avance, t'es vachement efficace, etc. Mais en fait, sans cette liste, je serais perdue parce qu'on se dit qu'il y a tellement de choses à préparer. Avec cette liste, au moins, on check et on avance au fur et à mesure. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup bossé au mois de juin sur les listes. Là, on a repris la liste hier, je crois. Et puis, j'ai ouvert le cahier de direction, justement, j'ai regardé la liste et j'ai refermé le cahier de direction parce que finalement, il me reste à faire que des choses que je pourrais faire que à l'école ou alors parce qu'il manque la nomination de certains enseignants, etc. Donc, en vrai, je vais retourner faire mes préparations de classe parce que sur la préparation de direction, j'ai été vachement efficace grâce à cette liste. En troisième partie, nous allons préparer l'accueil de l'équipe enseignante. La rentrée, c'est aussi et surtout un moment pour fédérer son équipe. C'est la première impression qui donne le ton sur toute l'année. On ne reviendra pas trop sur le point de la réunion de pré-rentrée puisque vous avez déjà l'épisode 2 pour ça, mais l'un des points à aborder, c'est accompagner les nouveaux enseignants. Essayez de former des binômes avec un collègue du même niveau, présenter rapidement les pratiques d'école, ça évite qu'ils se sentent perdus. Il y a souvent des habitudes qui sont mises en place dans les écoles, il y a souvent des progressions, des programmations, il y a des systèmes communs à toute l'école. Si vous avez la possibilité de présenter tout ça aux jeunes enseignants, ils vont se sentir vraiment plus inclus. T'as jeunes enseignants, puis t'as enseignants plus expérimentés. Parce que nouveaux enseignants. Moi, je sais que j'avais des EFS cette année ou des T1, T2, avec une très grosse école. C'est vrai que je les ai accueillis, je leur ai présenté les choses, mais j'ai oublié des points où j'ai pas abordé certains points. Ils ont pu échanger avec les collègues. Moi, à contrario, j'ai des collègues plus expérimentés qui sont arrivés sur l'école et qui m'ont reproché de ne pas avoir présenté le fonctionnement de l'école ou des choses très bêtes comme comment est-ce qu'on s'inscrit à la cantine. Parce que oui, dans le rush de la pré-rentrée,
je suis dans la course en fait. Vous allez Ça, voir, hein, c'est c'est un l'horreur. marathon, on n'a pas de respiration, donc C'est ça. nous on est la tête sous l'eau, on pense pas à tout. Et ben, c'est aussi aux enseignants d'aller chercher certaines informations. Et qui de mieux qu'un collègue pour nous expliquer quand on a une question. Alors il y a des points sur lesquels, oui, c'est à nous de les présenter, c'est à nous d'être présents, mais voilà, il y a toujours, dans les grosses écoles, il y a toujours quelqu'un, voilà. Et comme m'a dit une collègue cette année, puisqu'on accueille 2 nouveaux collègues, elle m'a dit tu vas pas pouvoir tout faire au moment de les accueillir, renvoie-les vers nous. Alors c'est vrai que du coup, pour le coup, là, sur le jour de la pré-rentrée, ça va être compliqué. Si vous avez un petit côté très psychorigide et totalement cinglé comme moi, vous pouvez aussi reprendre sur le blog, il y a un article qui s'appelle les nouvelles questions, les questions quand on arrive dans une nouvelle école, donc qui était un document que j'ai fait quand j'étais enseignante pour préparer sur l'école suivante. Ce document, je l'ai repris et j'ai repris chaque question qui était posée et j'y ai répondu pour mon école. Du coup, j'ai fait des livrets d'accueil pour les nouveaux enseignants qui répondent à chaque question qu'on pourrait poser sur une nouvelle école. En étant tout déjà prêt. Alors, je précise que c'est la version vraiment cinglée de cinglé. Je crois que quand je suis arrivée à ce niveau-là, je ne vais pas avoir envie de faire mon procès verbal de conseil d'école ou un truc comme ça. C'est ça. Parce que vraiment, le dossier était épais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si il y a des questions auxquelles vous ne pensez pas ou vous avez peur de ne pas penser à quelque chose, ce document existe sur le blog et que ça peut peut-être justement vous donner des idées de choses à présenter aux collègues ou à donner à vos collègues qui ont l'habitude. Et voilà, puis on peut passer autour de certaines informations. Et c'est voilà, je pense aussi qu'il faut responsabiliser les collègues. Et il faut voilà. Bon, moi, je pars du principe qu'on est entre adultes aussi, et c'est à chacun de les chercher aussi l'information qui est nécessaire. Quant à vous, bah, vous pouvez dans cette question de l'accueil, ce qui va être important, ça va être la réunion de pré-rentrée. Bah, c'est déjà de préparer cette salle, que les tables soient organisées, que les documents soient préparés. Vous pouvez faire un PowerPoint ou un Geniali peut-être pour pouvoir faire ça. Et voilà, vous, ce que... Je crois qu'il y a une trame sur le blog aussi. Voilà, pour le PowerPoint. Voilà, libérez-moi, sauvez-moi. Vous pouvez aussi, voilà, et c'est aussi le moment de poser le cadre, et ça on en a déjà parlé dans l'épisode 2, mais donc rappeler les valeurs de l'école, vos attentes en manière de communication et de fonctionnement. La 4e partie, ce sera anticiper l'accueil des élèves et des familles. La rentrée, ce n'est pas qu'une affaire d'organisation interne, c'est aussi un moment fort pour les enfants et leurs parents. Alors pour ça, on peut déjà préparer l'espace physique, afficher les listes à l'entrée dans l'école. Grande question, on en parlera juste après. Il faudra qu'on fasse un point là-dessus. Afficher une signalétique claire, avoir des classes propres et accueillantes. Alors quand on parle de signalétique claire, par exemple, si vous avez comme moi une école sur plusieurs étages, et d'avoir une affiche pour chaque classe avec le nom de l'enseignant et l'étage où il faut aller, c'est déjà un... Parce que vas-y, tu pourrais peut-être toi présenter ton organisation pré-rentrée comme... Mon organisation de rentrée, alors... De rentrée, pardon. De rentrée. Du coup, déjà, pour premier point en amont, il n'y a pas d'affichage de liste à l'extérieur de l'école. Les élèves et leurs parents ont, au moment de la pré-rentrée, donc le soir de la pré-rentrée, j'envoie un mail à chaque parent, chaque famille. Voilà, chaque famille, pour signifier du coup la classe de leur enfant, l'enseignant ou l'enseignante et l'heure également, puisque mes CP et mes ULIS ont une rentrée à 9h au lieu de 8h20. De 8h20 à 8h30, j'accueille tous les élèves dans la cour. En fait, je les accueille de la cour, je les invite à monter dans les classes où les enseignants les attendent justement devant la classe pour accueillir les enfants, les parents. Moi, mes élèves de 8h20 à 8h30 attendent avec moi dans la cour avec leurs parents. À 8h30, je ferme la porte. Entre guillemets, j'ai un gardien qui est là, donc il reste à la porte, mais pour faire sortir les familles qui vont repartir... donc les familles des CE1, CE2, CM1, CM2. Moi, je monte en classe accueillir mes familles, justement. Et jusqu'à à peu près 9h. À 9h, je prends mes parents d'élèves et tous les parents qui pourraient rester encore dans l'école. Mais mes collègues ont pour consigne de faire partir les parents à 9h. Les parents redescendent dans la cour, sortent de l'école. Et à ce moment-là, à 9h, j'accueille les parents des CP et des ULIS. Et même chose, du coup, jusqu'à de 9h à 9h10. Et par contre, c'est les enseignants de CP qui, à 9h30, s'assurent que tout le monde est sorti.
J'ai la particularité d'avoir une enseignante surnuméraire sur l'école, ça n'existe pratiquement plus, mais du coup elle reste avec mes élèves quand moi je repars à la grille, et puis ça y est, 9h30 tout le monde est ressorti et la rentrée est finie. Oui. Voilà. Donc, on va revenir sur l'affichage des listes à la rentrée. C'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, où les familles venaient voir le vendredi soir à l'après-rentrée les listes avec quel enseignant allait être l'enfant, quels étaient les copains. Donc on sait maintenant que ce n'est pas conforme au RGPD. C'est important de se dire que ces listes, elles finissaient sur les réseaux sociaux, donc avec très souvent c'était les listes de honte avec nom, prénom, date de naissance et sexe. Même en dehors du RGPD, hein. C'est dangereux pour les enfants. Voilà, oui, mais c'est justement la question, c'est par exemple si jamais vous avez on peut identifier un enfant, donc si jamais vous avez une famille où madame a fui un conjoint violent et qu'elle n'a pas dit où elle allait, où elle était par exemple dans un foyer pour femmes battues, voilà, je prends cette situation parce que c'est quelque chose qu'on a rencontré Anaïs et moi, et que du coup monsieur cherche dans toutes les villes, dans toutes les écoles de la ville, dans quelle école est son enfant, et là il peut avoir l'information, il a tout le week-end, voire peut-être une semaine pour pouvoir faire le tour des écoles. Donc là, ça pose une question. Donc nous, ce qu'on fait, que ça soit... Ça pose question de la sécurité de l'enfant, puis votre responsabilité est mise en cause parce que vous n'avez pas respecté le RGPD. Donc n'importe quel parent peut décider de nous attaquer parce que les informations de son enfant ont été divulguées, ce qui est compréhensible. C'est comme l'autorisation photo, pour revenir dessus aussi. Mais du coup, il y a quand même une possibilité. La CNIL propose plusieurs possibilités pour ne pas en arriver là. Et puis, je vais revenir sur un exemple qui nous touche personnellement. Nous, le lutin est dans mon école. Ça veut dire que si j'ai un conflit avec un parent ou un agent municipal ou qui que ce soit qui a envie de s'en prendre à moi via mon fils, via notre fils, il peut très bien savoir dans quelle classe il est et identifier voilà. Je veux dire, si on veut vraiment aller très loin, en fait, c'est des choses concrètes qui peuvent arriver. Vous pouvez... Donc voilà, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on envoie un mail via webmail aux familles on leur dit, votre enfant est dans telle classe avec telle enseignante. Donc il ne sait pas avec quel copain il est, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, il les découvre le lendemain. Par contre, moi, le lendemain, à l'intérieur de l'école, il y a la liste anonymée que les familles, donc quand je dis anonymée, c'est le prénom et la première lettre du nom de famille, dans la cour de récréation. Alors pourquoi je ne mets pas le nom entier, non, déjà à l'intérieur, le nom entier, c'est pareil, c'est que qu'est-ce qu'on fait en tant que parent, on prend en photo la liste des enfants et ça finit sur le WhatsApp de la résidence ou de l'association et tout le monde sait où ça circule. Donc déjà ça c'est une première chose, mais au moins déjà vous pouvez vous assurer qu'il n'y a que les parents qui sont dans l'école. Alors moi mon organisation c'est, j'ai une école primaire, donc maternelle et élémentaire, à 8h20 j'ouvre les grilles avec les élus puisque je suis la seule école du village, donc ça c'est simple, c'est petit joueur. Mais je viens d'une ville où il y en avait 46, c'était quand même autre chose. Voilà, donc là j'accueille avec le maire et ses adjoints les élèves dans la cour de récréation avec les familles. Les familles entrent dans l'école, c'est une école de plein pied comme je l'ai déjà dit, et elles découvrent les listes et elles vont directement dans la classe, elles sont accueillies par les enseignantes. Alors je dis enseignantes parce que pour l'instant sur 23 postes, j'ai 20 femmes, donc voilà, donc c'est très... Je veux dire enseignante. Je veux dire enseignante. Oui, bien sûr, mais enseignante féminine. Et du coup, les enseignantes reçoivent donc les enfants, les parents dans les classes, et à 8h45, tout le monde est sorti et quitté. Donc ce qui est bien, c'est que les enseignantes, les familles peuvent voir avec qui sera l'enfant déjà, et puis avoir un premier repère spatial et visuel avec l'enseignante et dans quelle classe va être l'enfant. Et ça, c'est hyper rassurant parce que dès le premier jour, on sait ce qu'il y en a, et puis on a une seule envie, c'est d'être une petite souris pour savoir ce qui se passe dans la journée de nos enfants. Donc c'est ça qui est chouette. Donc là, ils peuvent le voir. À 8h45, ils sont tous partis. Et parallèlement à cela, à 8h30, je fais entrer les petites sections en maternelle, et seulement les petites sections. Et les familles sont accueillies par les enseignantes de petites sections dans les classes avec leurs enfants. Ils peuvent jouer pendant une petite demi-heure. Et ensuite, on fait rentrer à 9h les moyens et les grands. Et à 9h15, je ferme les portes. Donc voilà, moi, ma rentrée se fait sur 45 minutes. Voilà, et 55 minutes grand maximum. Enfin, c'est vraiment... que ça a été préparé aussi en amont parce que tu as une visite de l'école avec les enseignantes de voilà. petites sections pour les futures petites sections. Toi, tu accueilles les parents en plus en rendez-vous individuel justement pendant la période 5. C'est ça, pendant la période 5. Et voilà, et c'est justement ça qui est essentiel
essentiel et très important lorsqu'on est directeur, c'est de pouvoir rassurer dès le premier jour. Moi, j'ai pris la direction de mon école actuelle. Je n'avais pas préparé la rentrée, donc j'ai fait ce que ma prédécesseur avait fait. Hein. J'ai suivi ce qui avait été décidé en conseil des maîtres, ce qui était à savoir, on ne fait pas rentrer les parents de cycle 3 dans l'école. Les parents me sont tombés dessus le jour de la rentrée, et je les comprends. Sauf que moi, la décision, ce n'est pas moi qui l'avais portée, c'était l'équipe. L'équipe avait validé cette décision, je l'ai portée. Donc voilà, après on en a reparlé avec les parents, ils ont compris, et on a refait à ma sauce. Mais voilà, c'est pour vous dire que les familles, elles ont simplement... Elles vous confient... Elles nous confient, école et enseignants, leur enfant au minimum 6 heures par jour. C'est énorme. Enfin, je veux dire, on passe plus de temps avec eux que eux. Oui, c'est ça, sur le temps scolaire. Voilà, c'est normal qu'ils aient envie de voir. Il faut les rassurer. Et je pense que ça, c'est le point aussi, c'est vraiment d'accueillir avec le sourire, d'avoir un temps d'accompagnement, de réunion spécifique. Moi, ça, j'ai une réunion individuelle avec les petites sections. J'ai une visite de l'école avec les nouveaux et avec les petites sections. Voilà. Et puis ensuite, il faut déjà accueillir, avoir un espace bienveillant, mais aussi un espace qui soit clair et défini avec les horaires, les règles de vie. Donc c'est pour ça que je parlais de la newsletter de rentrée, du courrier de rentrée. C'est important que dès le début, on sache on est dans un lieu où il y a des règles, et puis justement ces règles vont être essentielles et respectées par toutes. Et ça, c'est rassurant d'avoir une école où on sait que ça va fonctionner. Alors, je reviens juste sur ce que tu as dit, newsletter et livret. Donc, c'est vrai que sur le blog, il y a deux choses. Il y a le livret d'accueil des familles ou le livret des familles qui est une trame que moi je donne. Et il y a la newsletter qui est un mémo de rentrée sous forme de newsletter, voilà, que moi je fais pour ma classe chaque année et que Valérian a réutilisé au format école. Ouais, c'est pour cette année-là, je le fais pour tout le monde. Parce que je voulais changer un petit peu, je teste, j'expérimente. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'arriver avec le sourire, pouvoir voir à quoi ressemble la classe, qui est l'enseignant de son enfant, c'est les premiers jalons d'une bonne coéducation avec les familles. Et puis après, vous avez le format encore plus positif, où il y a quelqu'un qui s'est retrouvé à commander des ballons de 80 cm pour la rentrée. Ça va être joli. Ça va être chouette. Voilà. Donc, il y en a certains qui font maintenant. Il y en a qui font la réunion, qui font la rentrée en musique. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le mettre en place. Si, moi je le fais. Oui, mais moi il y a plusieurs formats de réunion de rentrée en musique. Voilà, il y a plusieurs modes, mais voilà, il y a plein de petites choses pour rencontrer, pour proposer des choses sympas. Et ça, c'est à vous de créer votre identité professionnelle et l'identité vous les donnez à l'école, avec votre équipe bien entendu. En cinquième partie, on va aborder le bien-être du directeur. Et oui, au milieu de tout ça, il y a vous. Parce qu'un directeur qui est fatigué, stressé ou débordé ne pourra pas rassurer son équipe, ni accueillir correctement élèves ou familles. Le premier point à savoir, c'est qu'il ne faut pas vouloir faire tout seul. Oui, je sais, c'est compliqué. Je suis la première à le dire et je suis la première à le faire. C'est contre-instinctif. Oui, déléguer à des collègues de confiance, vous en avez dans toutes les écoles. Sollicitez la mairie pour tout ce qui est l'intendance. Comme le disait Valérian, rapprochez-vous de la circonscription quand vous avez besoin d'aide. Ils sont aussi là pour ça. Vous avez la police municipale aussi. Il faut solliciter des partenaires. Voilà, si vous voulez. La maison de quartier autour. Voilà. Vous avez du monde autour de vous. Ne restez pas seul. On a tendance à dire qu'on est seul, mais en vrai, on n'est pas vraiment. Mais il faut savoir solliciter, il faut savoir déléguer. Et il faut savoir aussi lâcher prise. Parce que quand tout ne sera pas parfait. Voilà. Et vivant avec Anaïs, je plains ses collègues parce que du coup, elle doit avoir une tendance à vouloir repasser derrière tout ce qu'ils font. Mais non, je sais qu'elle range son frein. Non, elles font tout bien comme il faut. Elles ont déjà les codes. Elles sont formatées. Vous pouvez envoyer vos dons aux collègues d'Anaïs. On prendra les chèques, les virements. Elle me supporte. C'est ce qu'elle disait. Le deuxième point, ça va être justement de vous fixer des priorités. On va se concentrer sur l'essentiel. Les petits détails trouveront leur place plus tard. Encore une fois, reprenez la to-do list de rentrée. C'est vraiment vos priorités. Essayez de prendre soin de vous. Faites un peu d'exercice, un petit run, une course, une balade en forêt, ou lisez tranquillement, essayez de trouver simplement avoir un temps calme avant le jour J. Et surtout, rappelez-vous, vous êtes le visage de la rentrée. Si vous êtes serein, votre équipe le ressentira, les familles le ressentiront, et vous apparaîtrez comme quelqu'un de apaisé et de calme, et ça rassurera tout le monde.
Encore une fois, on le disait dans l'épisode 1, je crois. Il faut savoir dire aux familles, parce que vous allez avoir beaucoup de demandes le jour de la rentrée, vous n'aurez peut-être pas forcément les réponses à toutes ces demandes, surtout quand on est directeur et que c'est notre première rentrée. Il faut savoir dire aux familles, je vais me renseigner, je vous confirme plus tard, etc. Et vous repousser, parce que c'est pas l'important. L'important le jour de la rentrée, au moment de la rentrée, c'est d'accueillir les familles et de dire bonjour, bienvenue. C'est d'être dans l'instant présent. Voilà. De pouvoir dire, ah oui, votre enfant il est dans telle classe. Ah oui, peut-être petite chose que j'ai moi sous la main pour la rentrée, j'ai un porte-document avec les listes de ondes, ou alors mon iPad en fonction, mais j'ai des listes moi avec les dates de naissance, les noms, les dates de naissance, etc. sous les yeux pour pouvoir aider les familles, notamment parce que c'est arrivé dans mon école où on s'est retrouvé avec 2 élèves qui ont exactement le même nom de famille et exactement le même prénom. Voilà, c'était sympa. Donc là, c'est pratique d'avoir la liste onde et elle est cachée puisqu'elle n'est que pour nous. En conclusion, préparer la rentrée, c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Mais c'est aussi une formidable opportunité. Poser les bases d'une année réussie, inspirer confiance à votre équipe et offrir aux élèves un démarrage positif. Rappelez-vous ces 3 clés simples. 1. Anticipez l'administratif et les locaux. 2. Accueillez chaleureusement votre équipe. 3. Pensez à l'expérience des élèves et des familles. Cet épisode touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast. Merci. À bientôt.